Bonsoir à tous et à toutes, membres de l'APE. Ce soir, nous recevons donc Stéphane Solotarev qui va nous parler de Paul Dil, que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. Donc Paul Dil était donc est né en 1893 et mort en 1972, qui était un psychologue, un philosophe. Il a beaucoup travaillé sur l'analyse psychologique des mythes, des religions et de la psyché humaine, et surtout, il a beaucoup travaillé sur la psychologie de la motivation. Donc, Stéphane, bonsoir à toi. Nous sommes heureux de t'accueillir à l'APE. Et puis, c'est à toi. Tu peux commencer quand tu veux. Bonsoir. Je vais peut-être pouvoir partager avec vous le fichier que je présentais, un fichier, partager mon écran. Voilà, c'est ça. Voilà, 30 secondes, ma fenêtre et APE. Voilà, normalement, je le partage. Partager, ça devrait apparaître à l'écran. Et voilà, Vous le voyez. c'est parfait, Stéphane. Voilà, donc ça c'était le sujet. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'APE, plus particulièrement Stanislas, qui m'a coaché pendant tout ce travail et pendant cette épreuve difficile qu'était le fait que mon ordinateur est tombé en panne au moment où je devais me connecter à 7h15. Mais nous y sommes arrivés et je remercie tout le monde d'avoir un petit peu attendu, d'avoir patienté. Donc, Paul Diel et la psychologie de la motivation. Alors, je me mets 30 secondes. J'ai encore un tout petit détail à régler. Voilà. Voilà. Alors, on va, on va commencer par quelques définitions et préciser surtout ce que motivation veut dire au sens de Diel. On reviendra sur le terme motivation au sens commercial, si je puis dire, au sens banalisé du terme ultérieurement, mais dans un premier temps, la motivation pour Diel, c'est l'ensemble des motifs. Et c'est la science des motifs. Et donc, Diel va parler des motifs et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et donc, on va suivre un peu sa pensée en montrant d'abord que sa pensée est reliée en droite ligne à tous les autres psychologues, mais aussi à tous les autres philosophes, et ce depuis Anaximandre. Donc, depuis les premiers philosophes, on va retrouver dans Diel, à chaque étape, on va retrouver ce que chacun a apporté, comme chacun apporte dans une science, que ce soit les mathématiques, la physique, la psychologie. Et je considère la psychologie comme une science au sens de Popper, c'est-à-dire une science dure, qui a des définitions, des théorèmes et qui est basée sur une axiomatique. Je vous présente d'abord très rapidement Paul Diel. Paul Diel tel que je l'ai connu. J'étais jeune à l'époque, je l'ai connu à 5 ans et il est mort quand j'avais à peu près 20 ans, en 72. Paul Diel adorait la montagne et passait toujours ses grandes vacances en montagne, où je l'ai accompagné avec ma mère qui était son élève et avec laquelle il a beaucoup travaillé. Ils ont même écrit un livre ensemble et elle a continué après à écrire une quinzaine de livres, comme lui avait écrit une quinzaine de livres au début. Elle a continué et aujourd'hui je continue l'œuvre, les travaux de ma mère en essayant de recomprendre complètement la pensée de Diel.
parce qu'il ne s'agit pas de recopier, il s'agit de redécouvrir une pensée. Là, vous voyez quelques images avec Paul Diel au centre, ma mère, Madame Diel, mon père, ma sœur. Voilà. Avant de rentrer vraiment dans la théorie de Paul Diel, je voudrais vous lire un tout petit échange. Alors, entre Diel et Einstein, ils ont conversé en allemand, bien sûr, ils étaient tous les deux d'origine allemande, même si Paul Diel tout écrit après en français, et ils ont conversé pendant plus de 20 ans. Alors, j'ai plusieurs de ces lettres à la maison. Et Einstein écrivait en 1937 « J'ai étudié la plus grande partie de votre œuvre et j'en ai éprouvé une grande impression. Elle donne une nouvelle compréhension universelle du sens de la vie, ayant pour base le point de vue psychologique de Freud, mais en l'élargissant. Ainsi, ce n'est pas seulement un remède... Pardon. Ainsi, ce n'est pas seulement un remède contre le manque de discipline de notre époque, ce qui concerne l'éthique, aussi une étude philosophique qui aurait, selon ma conviction, une place dans l'histoire de la lutte pour la connaissance philosophique à travers le temps. » Donc, Einstein, lui, ayant répondu et ayant échangé avec lui pendant plus de 20 ans, donc en 35, 36, les dates clés de leurs échanges épistolaires, 37, 44, 45 et 54, un an avant la mort d'Einstein, vous avez encore ces lettres, vous voyez, de Princeton. Si la biographie de Paul Diel vous intéresse, j'ai fait publier dans l'édition SKMA le livre que sa femme a écrit sur lui, ce qui vous donnera un petit peu les détails de sa pensée et de l'évolution de sa pensée et de ses écrits. Rentrons maintenant plus à l'intérieur de la psychologie de la motivation. Et Diel, dans la première page de la psychologie de la motivation, le livre qu'il a écrit en 1947, le premier livre de Paul Diel, parle de la force et de l'analogie entre la force en physique et la force vitale au point de vue du monde intérieur. Cette analogie entre monde extérieur et monde intérieur, je l'ai redéveloppée, redéployée, si je puis dire, avec dans le monde extérieur des objets, dans le monde intérieur, des objets du monde intérieur que j'ai appelés noumènes, puisque en s'appuyant sur Leibniz, je pense que c'est la meilleure et l'origine du mot, le divin, mot approprié. En physique, on a des postulats, en psychologie, on en a aussi. Derrière la physique, derrière la psychologie, vous avez un outil qui vous aide à penser. Cet outil s'appelle la mathématique ou les mathématiques, selon que on prend des domaines de la mathématique, mais la mathématique permet de penser. Et je vais m'appuyer, et je me suis appuyé sur mes connaissances de physicien et de mathématicien pour repenser la psychologie de Paul Diel, en retrouvant mot à mot ce que Diel avait trouvé, avec parfois quelques formules supplémentaires. Dans les deux, vous avez des lois, dans les deux, vous faites des expériences, et les expériences vérifient les lois. Dans le monde extérieur, malheureusement, aujourd'hui, nous maximisons les plaisirs vaniteux. Et on aboutit à des guerres, on aboutit à un problème d'écologie, on aboutit à beaucoup de problèmes. On n'a pas compris que, à l'opposé des plaisirs vaniteux, était la satisfaction vraie. Ayant fait
de l'économie, ayant professé dans des grandes écoles de commerce, je peux appliquer les mêmes formules et avoir exactement des bons résultats, si vous voulez, et en repensant complètement cette maximisation. On a un coût, on essaye de le maximiser. Le coût, si c'est des plaisirs vaniteux, bah, vous allez les maximiser. Je veux avoir une voiture plus grosse, je veux avoir une maison, ceci, cela, etc., des objets du monde extérieur. En oubliant que le monde extérieur et le monde intérieur s'interpénètrent et qu'on ne peut pas avoir, que ce ne sont pas les objets du monde extérieur qui nous apporteront la satisfaction, ce ne sont que l'interprétation et la fonctionnalité de ces objets qui nous apporteront, si on sait les maîtriser correctement, une satisfaction. Donc, en posant correctement le problème, on arrive à une solution qui est universelle, qui s'adresse à tout le monde. Et je professe aussi bien, je remercie Catherine qui s'est levée à 4h30 du matin aujourd'hui, enfin, demain plus exactement, au Japon pour suivre la conférence. Donc des gens au Japon, des gens en Russie, des gens en, au Maghreb, au Canada. Un petit peu, vous voyez, ça fait un éventail quand même assez large, avec des cultures différentes, des langues différentes, et tous, merci d'être là pour certains que je vois, je ne peux pas m'adresser à tout le monde, mais pour ceux que je vois, d'être présents aujourd'hui. On parle le même langage, on parle tous le même langage, on se comprend, on s'aide, on se soutient et on partage quelque chose qu'on aime. Dans encore les premières pages de Diel, de la psychologie de la méditation, il dit que la physique et la psychologie sont diamétralement opposées, pourtant inséparables. Science des motifs et sa méthode d'investigation qu'est l'introspection. Alors, on va voir un petit peu plus l'importance de l'introspection chez Diel, et j'ajoute, puisque la critique qui a été faite à l'époque du fait que la psychologie ne pouvait pas être une science, je la réfute, cette critique, en disant que les lois n'ont pas besoin de quantification. C'est une erreur fondamentale que les gens croient qu'en physique, nous avons besoin d'une quantification. Prenez la géométrie. Vous pouvez faire de la géométrie sans avoir une règle graduée, sans avoir un rapporteur, avec simplement des droites et des cercles, et vous aurez, et vous comprendrez ce qui est marqué sur le fronton des temples grecs, nul n'entre ici qui n'est géomètre. Donc vous voyez à quel point on a perdu cette connaissance et on n'a pas besoin d'avoir une quantification. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les chiffres. Mais les chiffres ne sont pas les mathématiques. Les chiffres ne sont pas une science. Et confondre les mathématiques qui sont des raisonnements avec des résultats 25,37, c'est une aberration de l'esprit. Donc, on peut aborder la psychologie de façon scientifique sans avoir besoin de quantifier tout. Dans le monde extérieur, vous avez un repère X, Y, Z qui vous permet de savoir où est-ce que vous êtes. Vous avez un GPS et vous avez avec votre téléphone, tous les jours, vous savez à quelques degrés près, à quelques centimètres, où est-ce que vous vous situez. Eh bien, dans le monde intérieur, vous allez avoir l'axe spirituel, l'axe matériel et l'axe sexuel. Et dans ce repère, parce que tout est lié, et certaines personnes vous diront, moi, au point de vue sexuel, voilà ma vie, etc. Point de vue matériel, c'est tout à fait différent. Non, monsieur, vous êtes un.
et indivisible. Quand vous avez un partenaire, vous vous occupez de lui, vous lui offrez des cadeaux, vous allez au restaurant, vous avez un échange de matérialité. Et si au restaurant, vous lui parlez simplement de passe-moi le sel ou donne-moi de l'eau ou du vin, ça c'est assez réduit. Et au bout d'un moment, si vous n'avez pas un petit peu de discussion un peu spirituelle, de nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est simple, c'est uniquement la compréhension, c'est ça la nourriture spirituelle. Et cette compréhension, si on ne la partage pas, eh bien très rapidement, la relation avec le partenaire devient fade et disparaît. Et c'est ce qui fait que la plupart des couples, aujourd'hui, malheureusement, se divorcent. Euh, dans Je lis, tout ça, ce sont des citations de Diel dans les premières pages. Les formules vérifiées forment finalement un système économique et explicatif dans lequel la science se résume et par lequel elle s'expose. Donc déjà Diel sentait, et c'est pas pour rien qu'il avait comme partenaire épistolaire Einstein, et parlait de la nécessité des formules. Il avait la sagesse d'avoir d'abord posé les définitions des concepts qu'il allait manipuler avant il avait la formulation et il avait dit attention, la formulation va se transformer en formule. Je l'ai redécouvert a posteriori, j'ai trouvé les formules et puis j'ai relu ça et je me suis dit mais c'était déjà écrit. C'est ça la puissance d'un génie, c'est ça qui a fait que c'est magistral et c'est ça aussi qui fait que depuis 1947, son livre sur la psychologie de la motivation, sur Peur et angoisse et sur les autres livres qu'il a écrits sont édités dans plus de 16 ou 18 langues et en sont, pour la psychologie de la motivation, à la 21e édition. Si un livre, combien d'auteurs connaissez-vous qui depuis 70 ans, continuent à être publiés régulièrement, et ce depuis 70 ans, dans plusieurs langues. Alors, l'évolution de la pensée, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de comprendre la suite et le lien de ces penseurs, comprendre que Diel est relié dans un effort continu de compréhension du monde intérieur. Il n'est pas, je ne suis pas diélien, je ne suis pas freudien, je ne suis pas adlérien, je suis un parmi d'autres. La science ne m'appartient pas, elle appartient à tout le monde, elle est ouverte, elle est libre, et je ne détiens aucun schéma, je ne détiens aucune formule. Je vous les soumets à votre sagacité et c'est à vous de faire l'effort de dire c'est cohérent, ça marche, j'ai fait une expérience et maintenant je sais. Savez-vous que Galilée, quand il a trouvé sa lunette pour pouvoir voir de loin, de ses jumelles, première lunette, savez-vous combien de fois a-t-il fait l'expérience de se mettre à un endroit, de regarder par sa lunette et de voir à 300 mètres ce qu'il voyait, de dessiner ce qu'il voyait, et après de courir et d'aller voir sur place 300 mètres plus loin si ça correspondait à ce qu'il avait vu dans sa lunette. Il a fait cette expérience plus de 600 fois sur 2 ans, avant de dire et de se convaincre, si vous voulez, que ces calculs était véritable, véridique et qu'il servait à quelque chose. Eh bien, je vous propose de faire la même chose avec la psychologie de la motivation. Ne condamnez pas les résultats que je peux vous suggérer, vous proposer. Ce sont des hypothèses, prenez-les comme des hypothèses. Simplement vérifiez, faites des expériences, vérifiez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ce que je dis à mes élèves, si ça marche, alors vous avez avancé d'un pas. Et de pas en pas, vous allez monter tout l'escalier, et cet escalier, comme dans le château de Chambord, ne termine pas. Il n'aboutit à rien si ce n'est qu'à s'élever un petit peu plus chaque jour.
Alors, pour très rapidement, j'ai fait une présentation, vous voyez, de Platon sur l'histoire de la philosophie dans un premier temps. Il cherchait des instruments comme Kant. Ils se sont occupés du mouvement, le mouvement parlant de la dynamique et de la vie et le mouvement, l'évolution également. Donc ça, c'était l'histoire de la philosophie. Et après, on arrive à Charcot, Freud et autres, qui ont étudié non plus le conscient, mais l'extra-conscient. Alors, pour Diel, pour vous situer un petit peu, vous avez pour Freud le moi, le surmoi et le ça. Pour Jung, vous avez le conscient et l'inconscient, avec une première grande dimension spirituelle. Et puis Adler, qui avait le social, le professionnel et le familial, qui avait déjà le repère que spirituel, matériel et sexuel que finalement Diel a pu vraiment établir, si vous voulez. Donc, je vous montre là, non pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est comme ça, mais je vous montre là le lien qu'il y a entre les différents penseurs de cette science qu'est la psychologie. Et quand je dis psychologie, je veux dire que tous ceux qui font de la psychologie devraient d'abord dire je fais de la psychologie et je n'appartiens à aucune doctrine, dogmatisme, secte ou autre. Quand on fait des mathématiques, on n'est pas poincariste, on n'est pas leibnizien, on n'est pas... On fait des mathématiques. Et apparemment, ça marche. Alors, pourquoi ne pas le faire également en psychologie? Donc, on a ce besoin. Alors, quand je vois parfois dans certains livres le, la photo de l'un d'entre eux, je ris intérieurement en me disant dire qu'il a étudié la psychologie, il devrait se l'appliquer à lui-même avant de se mettre en avant. On a tous une inquiétude et un besoin d'explication, et c'est ça le début de la philosophie. On est arrivé à l'introspection et l'introspection a trébuché parce que l'introspection était mal posée. Une introspection mal posée devient une introspection pour la plupart du temps morbide. Étant vaniteux, eh bien, l'outil que nous avons est déjà biaisé. Alors c'est très difficile de sortir. Donc on a rejeté l'introspection. Puis Diel l'a réintroduit en montrant la différence entre l'introspection positive et l'introspection morbide. D'où les débuts de la science de la psychologie en tant que telle. Et à partir de ce moment-là, et aujourd'hui, je peux vous dire que les neurosciences sont en train de me confirmer mot à mot, non pas moi, mais ce que Diel a trouvé il y a 70 ans. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec les découvertes que nous avons faites en astrophysique qui vérifient la théorie de Einstein. Certes, il y a encore des points d'ombre, et il y en a beaucoup, et il y en aura, et ni Einstein, ni qui que ce soit en physique n'a mis un point à l'étude de la physique et aux recherches en physique, heureusement. Eh bien, en psychologie, c'est la même chose. Dans les Encore une fois, si vous prenez un petit peu les théories atomiques, vous avez plusieurs formes de dessin, c'est comme ça, ils ont pensé, ils ont essayé d'imaginer des électrons qui tournaient autour des autres, etc. Eh bien, Freud, Jung ont dessiné des icebergs avec au-dessus le conscient, à l'intérieur l'extra-conscient, etc. Et ils ont chacun essayé de donner une image de ce qui se passait dans le psychisme humain. Et ça, c'est extraordinaire. Bon. Et puis petit à petit, on arrive à mieux cerner ce qui se passe. Et avec les neurosciences, on commence à converger parce que toute science, en tant que telle, ne peut être que cohérente avec les autres sciences. La physique et la chimie ont toujours été cohérentes entre elles. Et
pourtant on a étudié la chimie d'un côté, la physique de l'autre. Toutes les autres sciences, que ce soit la biologie et la physique et la chimie, aujourd'hui, tout ça c'est cohérent. Les axiomes sur lesquels que j'ai dégagés à partir des livres de Diel sont au nombre de 4. C'est le premier, que l'homme ne peut s'occuper que du cadre spatio-temporel qu'il découpe. On ne peut pas s'occuper de métaphysique. Il faut savoir la nommer, mais en la nommant, nous nommons la frontière que nous ne pouvons pas franchir. La coulpe vitale est l'insuffisance biologique de tout être vivant, et donc de l'être humain. La coulpe vitale, c'est l'insuffisance qui doit être surmontée, c'est l'adaptation, c'est donc toute la théorie de l'évolution, et c'est parce que nous sommes incomplets, imparfaits, que nous devons nous adapter au monde extérieur. Et tout être vivant est mu par la recherche de satisfaction. Trouvez-moi quelqu'un qui vous dirait: je ne suis pas mu par la recherche de satisfaction. Ça fait 3 quarts d'heure à peu près. Et enfin, l'espèce humaine est soumise au processus de l'évolution. On est une espèce parmi d'autres espèces. On n'est pas l'espèce supérieure aux autres espèces. On est une espèce parmi d'autres. Regardons ce que les autres espèces font et nous découvrons tous les jours la richesse de la nature. Et on croit que la richesse de la nature se quantifie, se mesure, etc., alors que la richesse de la nature est bien plus large que ça. L'intelligence ne se résume pas à être polytechnicien. L'intelligence est bien plus large que ça. Vous avez des artistes, que ce soit des Picasso ou que ce soit des Renoir ou des Van Gogh, qui ont beaucoup plus que l'intellect. Pour revenir au sujet fondamental qu'est la motivation, tout effet est produit par une cause et toute action est produite par un motif. À partir de ce moment-là, vous avez la clé de ce qui va pouvoir vous aider à comprendre pourquoi votre colère, c'est une action. Votre vexation, votre culpabilité sont des actions négatives. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a des motifs. Quand vous comprenez le motif, vous comprenez l'action que vous avez eue. Hein. L'acte manqué s'explique par les motifs que vous avez eus, que vous avez terrés, que vous avez refoulés à droite et à gauche. Bon. L'introspection est l'outil de la psychologie. L'introspection, a priori, est morbide, car nous sommes tous des vaniteux. Hein. Toute situation nouvelle crée une vanité. Je vous plongez n'importe qui dans un autre contexte social, il devient instantanément vaniteux, il va se réguler, il va s'adapter, parce que il en a besoin. Nous sommes des êtres adaptables et on sait s'adapter. Mais au début, il va péter les plombs, il va devenir arrogant, prétentieux, donner un tout petit peu de pouvoir à quelqu'un, un agent de police qui fait la circulation, c'est pas grand-chose, mais il a un tout petit pouvoir sur les autres. Mais regardez la vanité qui peut en déduire, en découler. Hein. Il s'en rend compte après lui-même, mais au début, c'est un petit peu... oui, on a tous les chevilles qui enflent, hein, moi compris. Je m'inclus dedans, je suis qu'un parmi vous, je ne suis pas un professeur, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc cet outil est important et il est double. Et quand j'ai compris que cet outil était double, je me suis dit, en géométrie, vous avez 2 outils, la droite et le cercle. Avec la droite et le cercle, vous faites tout. Vous n'avez pas besoin de mesure, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez démontrer qu'un triangle est isocèle. Donc, vous pouvez démontrer que deux segments de droite sont égaux, alors que vous ne les avez jamais mesurés, parce que simplement, vous avez pu déduire que les angles à la base sont égaux. Eh bien, ça, c'est un raisonnement mathématique, c'est un raisonnement qu'on peut faire sans aucune quantité. Donc, on peut le faire pour le psychisme humain, puisqu'on n'a pas de règles.
enfin j'en ai pas trouvé pour le moment, que je puisse me mettre dans la tête pour savoir de quelle hauteur est ma satisfaction. Mais ce que je sais, c'est que l'insatisfaction ou la satisfaction, l'insatisfaction est la différence entre mon rêve et la réalité. Et plus cette différence entre le rêve et la réalité est grande, plus je pense être une princesse ou un prince, et plus tout d'un coup je me rends compte que je ne le suis pas, eh bien, la distance entre les deux me fait très mal. Ça, c'est l'insatisfaction que je peux vérifier. Alors, pour l'introspection, vous avez l'introspection consciente. Je me rappelle, qu'est-ce que c'est? Ah, il m'a dit ça, c'est ça qui m'a vexé. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit que j'avais fait une erreur, et moi qui ne fais pas d'erreur, qui suis parfait, ben je ne pouvais pas supporter qu'on me dise ça. Ça, c'est l'introspection consciente. On se rappelle, on regarde, on comprend, on dit j'ai fait telle action parce que j'ai eu tel motif. D'accord. Et puis, il y a une deuxième introspection, qui est l'introspection nocturne, c'est-à-dire les rêves. Et les rêves vous montrent que, si on les traduit grâce à la méthode de Diel, qui a traduit les mythes, mais qui traduisait de son vivant et de façon orale les rêves, ma mère en a fait un livre pour la traduction des rêves selon la méthode de Diel, que j'ai repris un petit peu aussi après, mais les rêves nous permettent de voir le conflit intérieur que nous avons eu. Il n'y a pas un de mes étudiants qui n'ait fait l'expérience. Ils sont là, ne mettez pas les micros parce que sinon vous entendrez crier « ça marche » dans toutes les langues et de tous les bords. Eh oui, ça marche. C'est merveilleux. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et ils en sont fascinés, comme la plupart. Ce que vous voyez là en vert, ce sont ces cercles concentriques. Si vous ouvrez votre ego un petit peu aux autres, si vous incluez le point de vue de X, Y, de vos partenaires, de vos enfants, de votre... À chaque fois que vous prenez une décision, vous vous ouvrez et vous ouvrez ce cercle. Au bout d'un moment, quand le cercle est tout à fait complètement ouvert à l'infini, il devient une droite, il devient égal à cette introspection extra-consciente que nous avons. Mais c'est pas possible, c'est simplement une vue utopique, mais simplement pour vous montrer qu'il y a continuité entre l'introspection consciente et l'introspection extra-consciente. Et ça vous donne deux outils qui vous permettent de vérifier l'un par l'autre. À partir de ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez, comme dans toutes les sciences, à partir du moment où vous pouvez croiser une information, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances que cette information soit juste. Et elle va vous permettre d'aller plus loin. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on avance. Je crois qu'il n'y a pas que nous qui avançons, il y a l'heure également qui avance et c'est une ébauche de schéma. Le schéma global est beaucoup plus compliqué puisque maintenant il est un petit peu plus complet, mais du fonctionnement psychique avec les noumènes en carré, les fonctions, c'est-à-dire les transformations de ces noumènes de l'un à l'autre, et ces noumènes correspondent à peu près à ce que les neurosciences vous diront sur l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les caractéristiques de tout ça. Bon, ça, j'irai beaucoup trop loin et je ne peux pas vous parler de tout ça, mais c'est simplement pour vous montrer que le psychisme humain est un système bouclé, c'est-à-dire un feedback, et s'il n'y a pas de feedback, il y a une maladie psychique. Donc, je vais pouvoir vous expliquer ou vous dire, ben voilà, telle personne est paranoïaque, telle personne est hystérique, telle personne histrionique, pardon, telle personne est obsessionnelle, etc. Pourquoi? Ben parce que dans le feedback, il n'y en a pas. Il a coupé lui-même, il a refoulé jusqu'à couper les instances de feedback naturelles qu'il devrait avoir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on comprend les maladies psychiques.
au lieu d'utiliser le DMS-4 ou d'autres qui sont des résultats d'expérience sur des soldats américains durant la guerre du Vietnam. Mais ça, effectivement, c'est une autre façon de voir le psychisme. C'est pas la mienne, c'est pas celle de Diel. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai débordé de beaucoup de mon temps de parole. Pas du Et tout, pas du tout, Stéphane. C'est parfait. Tu n'as pas débordé. Il y a suffisamment de temps pour que tu dises d'autres choses et qu'il y ait des questions, des réponses des personnes présentes ce soir. Mais je vois qu'il reste 2 diapos, non? oui, 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 bien sûr, il y a toujours une diapo qui est importante, c'est le but de la psychologie, c'est quoi? C'est de résoudre nos problèmes. Et je pense que tout le monde a un petit problème quelque part caché. Euh, je suis rentré, j'ai été très heureux et mon partenaire m'a pas accueilli avec la tendresse que j'aurais aimé. Je suis triste, agacé, etc. Comment résoudre ce problème? Je sors de mon garage et j'ai quelqu'un qui s'est garé juste devant, je ne peux pas sortir, je m'énerve. Écoute Stanislas, tu l'as vu tout à l'heure, j'étais là, je devais faire ma conférence et mon ordinateur est tombé en rade. Bon, ma sœur gentiment m'a dit redémarre tout. Je ne l'ai pas écouté immédiatement, mais je l'aurais écouté, j'aurais gagné quelques minutes. Et je lui ai répondu, peut-être, tu m'écoutes Sophie, peut-être, je ne lui ai pas répondu aussi gentiment que j'aurais aimé, je m'en excuse, mais euh, c'est simple, on résout les problèmes. Donc, s'il y a une inhibition, et l'inhibition que j'avais tout à l'heure, parce que j'étais un petit peu tendu, j'avais à faire mon exposé, puis ça ne marchait pas. C'est la moindre des choses d'être un petit peu tendu. Eh bien, j'avais une inhibition. Cette inhibition, c'est que je voulais avoir été parfait, que je voulais que d'entrée de jeu, on s'était entraîné ensemble la semaine dernière, d'entrée de jeu, tout marche, etc. Puis ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi encore, mais ça n'avait pas marché. Donc j'étais un peu vexé. Voilà, donc j'ai retrouvé avec E égale I, exaltation égale inhibition, c'est une des lois parmi d'autres, ben voilà ce que j'avais à faire. Donc, vous montrer que je ne fais pas de la psychologie de façon théorique, je fais de la psychologie pour que ça soit appliqué et qu'on puisse résoudre les problèmes des gens et les aider. Les gens ont besoin d'être aidés. Quand vous allez chez le médecin, il ne vous dit pas, enfin j'en ai pas rencontré aujourd'hui, ben, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Bon, la première chose qu'il dit, écoutez, on va essayer de regarder, de comprendre ce que c'est, mais il doit y avoir une solution, on va avoir un médicament. Eh bien là, la première chose que je dis à mes patients, c'est vous avez un problème, ce problème, la science le résolvera. Je ne peux pas vous dire quand. Ça peut être dans 5 minutes, comme ça peut être dans 10 ans. La science ne peut pas tout de suite, mais la science peut, à terme, obtenir un résultat. Alors, mon dernier, bah, c'était les différentes maladies psychiques, dont la dépression, puisque la dépression, c'est quand même 80% des maladies psychiques. C'est une maladie qui n'en est presque pas une, parce qu'elle est considérée comme. Alors, si je prends l'exemple de la maladie psychique, l'énergie que vous avez est égale à la satisfaction fois le temps. C'est une autre. Tout à l'heure, j'avais pris exaltation égale inhibition, et on avait résolu un problème de vexation tel que j'avais. Là, je prends énergie égale la satisfaction fois le temps. Eh bien, quand vous voyez non, c'est E ici, c'est EX, exaltation, là, c'est EX. En mathématiques, il faut regarder dans les détails. Hein. Quand il y a un petit X, c'est pas la même chose, EX, c'est pas la même chose que. Je suis désolé. On ne voit pas tellement, mais ça serait intéressant après que tu nous Oui. fasses une photo de ton écran, de ton tableau et que tu nous l'envoies, comme tous les textes que tu as fait aujourd'hui. Oui, mais envoyer. je vous envoie tout
le package, comme on dit. Livré aux personnes intéressées. Ouais. Et E égale ST. J'ai eu, je parlais de ça et j'ai eu un élève en Russie qui me téléphone le lendemain et qui me dit, mais Monsieur Sotaf, je vois beaucoup de gens dépressifs qui n'ont pas d'énergie. Est-ce que ça veut dire, en appliquant votre formule, est-ce que ça veut dire que si E égale 0, ça veut dire que c'est le produit du temps. Le temps, c'est quelque chose de positif, hein, ça ne peut pas être négatif, le temps. C'est donc 0 fois quelque chose, donc il n'y a pas de satisfaction. C'est des gens qui n'ont pas de satisfaction, les gens qui sont en dépression. Je dis oui, les gens en dépression sont des gens qui n'ont pas de satisfaction. Ben alors, comment on peut faire pour leur redonner de la satisfaction? Je dis, ben c'est simple. La première chose, vous lui donnez un espoir parce que vous avez compris son problème. Si vous lui dites que vous avez compris son problème, le fait de comprendre, de lui expliquer qu'il y a une relation entre la satisfaction et l'énergie qu'il a perdue, eh bien, le fait de comprendre, vous lui donnez de la nourriture spirituelle. Cette nourriture va déjà le recharger. Quand vous n'avez pas mangé depuis 10 jours, si on vous donne quelque chose à manger, croyez-moi, vous allez en profiter et vous allez être heureux. Et là, tout de suite après, vous lui dites, prenons ensemble une petite chose à faire, une petite tâche. Faisons-la. Faisons-la ensemble. Écrire une lettre à l'administration, téléphoner à votre tante, des petites choses que vous avez à faire. On a tous des petites choses à faire du matin jusqu'au soir. On en a tellement qu'on n'a jamais le temps de réfléchir. Bon, donc on peut bien prendre une minute pour réfléchir et résoudre un problème. Résolvons ce problème. À partir de ce moment-là, vous créez une satisfaction parce qu'il se rend compte qu'il a réussi à faire quelque chose. Si il a réussi à faire quelque chose, il peut réussir à faire plein de choses. Et donc, de cette petite satisfaction naît une énergie qui va lui redonner la possibilité de faire une autre tâche, à condition que ces tâches, que ces choses qu'il doit faire ne s'envolent pas sous la forme exaltative, parce que sinon on tombe dans la deuxième loi, qui est l'exaltation va créer une inhibition, et cette inhibition va nous donner une satisfaction égale à zéro. Et si elle est égale à zéro, on retombe dans le cercle vicieux de l'apathie et de la dépression. Voilà. C'est simple, ça marche. Alors, j'ai pris des exemples un peu simplistes, mais ils ne sont pas simplets. On peut les travailler, on peut les développer, et à partir de là, vous pourrez voir les progrès des gens qui viennent vous poser des questions parce qu'ils ont des problèmes. Théorie et pratique. Hein. On ne peut pas faire de la théorie si théorie et thérapie. Voilà, si on veut commencer tous les deux par un T, on peut dire théorie et thérapie. Il faut que la thérapie s'appuie sur une ligne directrice. Là, on va vous faire confiance. Expliquez-moi, expliquez-moi. Et les gens mais c'est agréable quand on vous explique. C'est la plus belle des choses. Regardez les enfants, à 5 ans, ils rentrent à la maison. Maman, j'ai appris à écrire la lettre A. Regardez comme ils sont contents et heureux. Et regardez comme nous, adultes, on ne sait plus s'émerveiller d'avoir appris une petite chose. Soyons simples, faisons les choses simplement. Ah, c'est très bien tout ce que tu nous dis là, Stéphane. On va laisser la place aux questions, aux réponses, aux avis, voilà, un petit peu tout. Est-ce que tu peux supprimer là, ton texte, qu'on vous revoie les Oui, oui. participants, qu'on te revoie, si tu peux, voilà, qu'on revoie tout le monde, qu'on te voit. C'est à vous. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Nathalie, si tu peux remettre les vignettes de tout le monde, qu'on voit tout le monde, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de personnes amies à toi. Je vois plein d'inconnus, mais on aura du plaisir à connaître.
Allez-y, si quelqu'un veut prendre la parole, on va lui Loïc, donner. Loïc veut prendre la parole. Oui, alors je viens avec une question, je reviens sur cette idée et d'abord effectivement, merci pour cet exposé. Les mathématiques sont toujours très stimulantes justement pour la clarté qu'elles apportent dans le flou, puisque souvent il faut savoir regarder une formule de loin. Et moi, la formule qui me convoque, c'est celle de l'insatisfaction, cette distance entre le rêve et la réalité. Ce qui vient me questionner au niveau de la fonction du manque, qu'on peut travailler en analyse, puisque je serais tenté d'aller inverser la notion insatisfaction égale distance entre rêve et réalité pour m'interroger sur le fait que est-ce que la satisfaction, du coup, c'est le moment où rêve et réalité sont confondus. Sauf que dans l'expérience du manque, précisément, on va se retrouver à un endroit où s'il n'y a plus de manque, il va nous manquer quelque chose dans l'expérience. Et les expériences sont nombreuses de personnes qui pensant confondre rêve et réalité, accéder totalement à leur rêve, s'aperçoivent que leur désir n'est peut-être pas ce qu'ils pensaient avoir désiré. Donc, quelle est la lecture de la psychologie de la motivation par rapport à la question du manque et peut-être par rapport au fait que nous soyons passés à côté de la représentation du rêve? Alors, excusez-moi, je n'avais pas fermé mon micro. Je le fermerai après. Je connais cette rhétorique très à la mode de la philosophie actuelle sur le manque. Si on n'est plus en manque, alors on n'a plus de satisfaction et ça se mord la queue. Pourquoi? Pourquoi vous posez cette question? Vous posez cette question parce que vous ne faites pas la différence entre énergie essentielle et énergie accidentelle. Alors là, je vais donc satisfaction essentielle et satisfaction accidentelle. Ne faisant pas la différence entre les deux, eh bien, vous allez combler d'un côté et vider de l'autre, si je puis dire. C'est-à-dire que en physique, vous avez l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Cet objet que je tiens, mon téléphone, tant que je le tiens, il peut potentiellement tomber. Si je le lâche, il tombe. Est-ce que pour autant, je suis en état de manque quand je l'ai lâché? C'est purement extérieur. Mais lui, il a cassé quelque chose, donc en tombant, il a transformé son énergie potentielle en énergie cinétique. Ce qui est cinétique, c'est le mouvement, c'est l'accidentel. L'essentiel, c'est ce qui est potentiel. Potentiellement, il était à une certaine hauteur, il avait une énergie. Quand vous avez compris quelque chose, vous avez une énergie et vous avez envie de l'échanger, de le répartir, de le partager avec d'autres. Quand je vous ai appris quelque chose, etc., vous venez de me poser une question. Donc, vous avez emmagasiné de l'énergie et vous avez eu envie de contrôler, conforter, discuter, enfin, échanger vis-à-vis de ce que vous connaissiez et vous avez envie de rentrer un petit peu dans l'essentiel. Vous auriez pu garder votre question pour vous-même. À l'intérieur de vous, vous sentiez comme quelque chose, un volcan qui commençait à monter et monter parce que vous aviez une énergie potentielle que vous vouliez décharger. Et vous avez pris la parole pour décharger cette énergie. Et donc, il y a un échange en permanence entre l'énergie essentielle et l'énergie accidentelle. Et c'est pas parce qu'on est dans l'essentiel ou c'est pas parce qu'on est dans l'accidentel qu'on a plus ou moins d'énergie. On a des énergies différentes qui se vident l'une dans l'autre et qui se complètent l'une avec l'autre. Et c'est un jeu permanent et c'est ce travail que nous devons faire quand nous sommes perdus dans l'accidentel. Et Dieu sait ce que nous sommes souvent perdus dans l'accidentel. J'ai pas le temps, j'ai ça à faire, il faut que je me dépêche, etc. Vous êtes perdu dans l'accidentel. Prenez une minute, mais personne ne prend cette minute. Une minute, c'est quoi? C'est quoi une minute dans la journée?
Hein. Bon. Et à ce moment-là, vous pensez, vous repensez à votre journée. Est-ce que c'est si important que ça que je téléphone à un tel? Est-ce que c'est si important demain? Ben, je le ferai demain. C'est pas grave. Essentiellement, vous voyez, c'est là où on ne prend pas suffisamment de recharger notre énergie essentielle qui nous permet de nous Je n'ai pas fait j'ai le schéma, je ne peux pas vous le montrer, il y en a, je fais à l'EHEPM, je fais des cours sur 5 ans maintenant, donc après le bac jusqu'au master. Donc, je ne peux pas vous dire tout en 3 quarts d'heure, hein. J'aimerais bien, mais je vous dis l'essentiel. Merci Stéphane, il y a peut-être Voilà. d'autres Questions, oui, excusez-moi. questions. Merci Stan. Il me semble que Christine veut prendre la parole. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tout ce que vous avez partagé est très intéressant et à la discussion avec Loïc, j'ai une réflexion. Comment dire? Beaucoup de personnes sont fatiguées après une journée, sont même épuisées. Et comment peut-on garder notre énergie? J'ai compris que vous différenciez l'énergie essentielle de l'énergie, comment dire, Accidentel. accidentelle, oui. Mais concrètement, comment garder cette énergie pour finalement ne pas subir, ne pas souffrir? Je pense quand même est-ce que l'être humain est illimité en termes d'énergie ou bien est-ce qu'il dispose d'un stock qu'il doit sans arrêt, alimenter? Vous voyez, je me pose des questions sur l'énergie en fait. Comment la garder? Alors, ici, Abdelkader vous dira, ou Jacques vous diront, que je fais quand même pas mal de choses. Je fais des cours dans 3 langues, j'écris des livres, et d'autres manifestations. Et le soir, je suis reposé. Je suis reposé quand j'arrive à aligner tout ce que je fais dans le sens de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et posez-vous la question, quel que soit l'âge qu'on ait. Ma mère a pratiquement 98 ans, je suis arrivé à lui redonner de l'énergie. Donc, c'est possible. Mais ce n'est pas en faisant plus de choses, c'est en concentrant, c'est-à-dire en allant plus vers le désir essentiel, qu'on arrive à reconcentrer toute notre énergie. Et ça, c'est très important. Est-ce que ce que je fais là, en ce moment, le fait de faire un cours, vous voyez, on prend du concret. Bon, il est 7h30, non, 8h, 8h30. J'ai fait pas mal d'analyses comme Stanislas, j'ai fait préparer mon cours, j'ai traduit en russe des choses pour demain. Bon, je suis reposé parce que tout allait dans le même sens. J'ai pas fait une chose qui allait pour vous faire plaisir et
ce matin, je faisais autre chose qui n'allait pas dans le sens de ma vie. Et il y avait 2-3 trucs que j'avais à faire, que je n'ai pas fait et que j'ai dissous. Je ne me suis pas crispé, je ne me suis pas bloqué intérieurement en disant ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ce qui vous fatigue, c'est votre fausse motivation. Ce n'est pas la juste motivation. Si vous êtes fatigué, c'est que vous avez faussement valorisé. Vous avez voulu faire des actions qui n'étaient pas en phase avec votre désir essentiel. Alors, quand on est, juste vous allez le comprendre tout de suite, quand on est dans l'exaltation ou l'inhibition, nos désirs se scindent en deux. C'est l'ambivalence. Le terme veut bien dire ça, l'ambivalence. C'est-à-dire, je veux être le meilleur et je suis coupable de ne pas assez travailler. Ben, effectivement, si vous êtes coupable de ne pas assez travailler et vous voulez être le meilleur, c'est ce qu'on appelle un conflit intérieur. OK ? Et moi, je vous propose de faire la fonction inverse de l'ambivalence qui s'appelle l'univalence. L'univalence va reconcentrer les désirs en un seul. On a plusieurs désirs, on a envie de faire du sport, mais aussi de travailler, aussi d'aller se reposer. On a plusieurs choses qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de me reposer? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est de réfléchir? Et à ce moment-là, vous allez concentrer vos désirs en un seul. Vous allez avoir du temps, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir la vie devant vous. C'est ça. Bon, il faut que je développe plus, il faut que je vous explique plus. Mais je suis là pour ça. Est-ce que c'est une question de rester centré et à l'écoute finalement de soi-même au lieu de se disperser aux différentes demandes des gens extérieurs? Oui, vous avez bien compris que l'extérieur sont des excitations. Tous les gens extérieurs, vous en face de moi, vous vous rendez compte toutes les excitations que j'ai, il y a tous ces visages qui me regardent, qui oh là là, mais je peux crouler sous les angoisses d'opinion. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, elle a soulevé l'œil droit, ça veut dire que, et tout de suite je me décompose si je regarde ça. Par contre, Jean-Claude, qui me sourit d'un œil bienveillant, me remonte le moral. Et bon, voilà. Donc, non, il faut arriver à être indépendant de l'angoisse d'opinion des gens. C'est un petit travail, mais vous allez voir que ça prend du temps pour y arriver. Stanislas est complètement indépendant de ça. J'ai essayé de le frapper, de le perturber, de lui dire. Il est resté placide, rien, comme si rien n'était. Même pas peur. Même pas peur. Pas trop d'enfants en analyse. Est-ce qu'il y a des prises de parole, Nathalie? Tu vois quelque chose? En tout cas, merci beaucoup. Merci, Christine. À votre disposition, il y a 36 livres à votre disposition sur Diel. Diel en a écrit 15 chez Payot et il y en a maintenant le reste, je dis le reste parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, 17 chez SKMA. Donc vous voyez, il n'y a que deux collections, donc vous voyez, ça vous permet de cibler mieux. Et j'ai envoyé aux élèves les livres que tu as écrits aussi. Ah, très bien. Merci. Il y a une question, Tristan. Bonsoir. Je me demandais en fait, dans ce que vous avez exposé, où était la place de l'inconscient et comment, au travers de ces énergies, de cette motivation, comment il pourrait se manifester, comment il prend place. Alors, l'intention, vous avez
l'excitation, l'intention et l'excitation, ça va être très proche parce que c'est l'excitation soit du monde extérieur, si vous voyez un verre d'eau, ça vous donne l'idée de boire et là vous allez vous dire est-ce que je bois du chaud, du froid, du coca, du thé, etc. Et vous commencez à passer de l'excitation au désir. L'intention, c'est l'excitation intérieure qu'on se crée. Stéphane, je t'arrête, il a parlé de l'inconscient. Ah, pardon, j'avais compris intention. Ah, de l'inconscient. Alors, excusez-moi. Je termine juste ma phrase. Il y a l'excitation extérieure, l'excitation intérieure. Je referme ma phrase. Je suis désolé, j'avais mal compris entre les deux. Sur l'inconscient, la définition de l'inconscient, d'après Diel, est donc le fait que ce n'est pas conscient. C'est la définition même du terme. Donc, il y a l'extra-conscient, il y a le conscient, il y a l'extra-conscient qui est le surconscient et le subconscient. Il y a le surmoi et le ça chez Freud. Donc, il y a l'extra-conscient et il y a l'inconscient. Et après, il y a le cervelet avec les arcs réflexes, etc. Sophie, qui est médecin, cher docteur, est-ce que vous confirmez que je ne dis pas trop de conneries? Bon, non, vous voyez, par définition, inconscient, c'est pas conscient. Je reste bêtement, hein, je suis un peu idiot, vous savez, vous l'avez remarqué, au bout d'une heure, ça se voit tout de suite. Bon, donc, inconscient, pour moi, je prends le terme tel qu'il est, il n'est pas conscient. Donc, conscient, extra-conscient avec surconscient et subconscient, et inconscient, c'est-à-dire je ne pourrais pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir accès à l'inconscient. Il y a beaucoup de choses que le corps fait naturellement, la respiration, le cœur, etc. Toute la décharge hormonale, etc. C'est inconscient. Ce sont des fonctions, ça existe l'inconscient, mais on ne pourra jamais y avoir accès, du moins pour le moment. Donc, il a un rôle, il y a des fonctions. Quand on a une décharge d'adrénaline, ça va influer sur notre cerveau, sur notre façon de raisonner, sur ceci, sur cela, mais on ne pourra pas le maîtriser, on ne pourra pas en prendre conscience pour pouvoir l'analyser et le maîtriser. Alors que moi, donc, je le laisse aux médecins qui trouveront les médicaments qu'il faut dans ce cas-là, qu'il faudra, hein, mais moi, je m'occupe de ce que je peux, ce que j'ai dit, la première axiome, je m'occupe de ce que je peux, de ce sur quoi je peux interférer, agir. Je peux agir sur le surconscient et le subconscient. Je ne peux pas agir sur l'inconscient. Donc, votre question est très bonne parce qu'elle précise bien la limite de l'étude que je fais avec l'étude de la science des motifs. Est-ce que j'ai répondu cette fois-ci à la question? Stanislas? Tristan, non, c'est Tristan. Alors, du coup, ma question, c'était comment l'inconscient peut rejaillir par rapport à cette motivation, cette dépense d'énergie, les allers-retours que vous avez cités. Et moi, je me mettais en lieu et place d'un cabinet, notamment d'analystes, où effectivement, en apportant de la vie, donc de l'énergie, le psychanalyste cherche à remobiliser un petit peu les pulsions de vie, comme on dit chez l'analysant, en l'invitant ou en les questionnant ou en ne disant rien d'ailleurs, à se remobiliser justement pour, par rapport au réel, essayer d'amener petit à petit qu'ils s'attachent à des choses, qu'ils prennent des responsabilités, qu'il ait envie, comme vous le disiez, de faire des petites choses. Et finalement, derrière ce travail d'analyse, petit à petit, s'apercevoir que derrière cet inconscient, il peut y avoir des choses qui ont été bloquées et qui arrivent peut-être avec l'aide de l'analyste en conscience. Et du coup, là où parfois peut-être des choses pourraient être sublimées et donc par définition rester inconscientes,
dans certains aspects, les choses mises en conscience pourraient donner encore plus, peut-être, je ne sais pas si le terme est bon, mais d'efficacité ou de puissance pour l'individu dans sa motivation à être déjà d'abord, et puis dans sa volonté de faire, d'engager des projets, etc., etc. Alors, votre définition de l'inconscient n'est pas celle que je vous donne. Et par conséquent, vous mélangez inconscient et subconscient en partie. Et à partir de ce moment-là, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Alors, vous mettez la personne sur un divan, vous attendez qu'il se pose des questions sur lui-même, ou bien vous essayez de dire il faudrait faire ceci. Il n'y a pas de il faut dans la vie. Il n'y a pas de il faut. On est libre, on fait ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas à l'analyste d'aller dire à son patient il faut que. Le rôle de l'analyste et du thérapeute est d'expliquer. Ça. L'invitation, c'est par rapport à des problématiques que soulève le patient, c'est dans le dialogue, l'échange avec ce patient, les choses arrivent chez lui dans la réflexion et c'est lui qui est acteur de sa vie. Je n'ai pas dit que le psychanalyste avait un rôle de coach, quoi. Hein. Alors, il n'est pas un motivateur, le psychanalyste. Non, non, du tout. On est bien d'accord là-dessus. Mais si les choses qui arrivent, comme vous dites très justement, je reprends vos termes, les choses qui arrivent à l'analyste, elles arrivent comment? Elles n'arrivent pas de l'inconscient, puisque là, il y a déjà une prise de conscience. Parce que quand il parle, il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience de son subconscient. C'est ça que vous n'avez pas, vis-à-vis duquel je me suis mal exprimé. Le subconscient, ce sont, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une petite voix qui vous dit, le petit diable qui vous dit c'est pas bien, et puis le petit ange qui vous dit ça c'est bien. Bon, et on ne les écoute pas. Et puis, comme deux gamins, le petit ange et le petit diable, ils se crêpent les cheveux. Et c'est ça que j'essaye de résoudre et là, vous entendez un son de cloche en tant que thérapeute, vous dites, attendez, il y a aussi un autre son de cloche. Est-ce que vous avez comparé les deux? Et vous laissez votre analysé comparer les deux. Mais vous lui avez donné, pas la solution, vous lui avez donné l'objectivité de se poser correctement le problème. Les analysés ne se posent pas objectivement le problème. C'est pour ça qu'ils restent dans leur problème. Mais si vous voulez, notre rôle, c'est de les aider à objectiver leurs problèmes. Donc, de comprendre de quoi est fait le subconscient et le surconscient. Et quand je vous parle même de la conférence d'aujourd'hui, je sais que cette nuit, vous allez rêver. Même si vous me dites, je ne rêve pas, je n'ai pas eu un patient qui n'a jamais rêvé. Alors, peut-être pas le jour même, mais dans 2 ou 3 jours, vous allez rêver. Bon. Donc, ce que je vous dis parle à votre surconscient. En face de moi, Tristan, j'ai un Tristan vaniteux et j'ai un Tristan bien, un Tristan positif, un Tristan qui est surconscient, qui a besoin du sens de la vie, qui a besoin d'une cohérence dans sa vie. Et de même façon, vous avez aussi, j'ai le Tristan vaniteux. Et vous êtes entre les deux, vous vous dites, lequel des deux, etc. Mais quand je vous parle, ce que je vous dis, c'est incroyable, mais ça pénètre dans votre surconscient. Parce que votre surconscient est prêt à écouter quelque chose de positif. Quand vous écoutez une symphonie ou quand vous voyez un tableau qui est beau, vous êtes heureux, ça vous met en harmonie. Si vous regardez des peintures n'importe comment, n'importe quoi, entre guillemets, ça va auquel vous n'êtes n'importe quoi, ça veut dire auquel vous n'êtes pas préparé, auquel vous n'êtes pas sensible. Il y a l'art de la rue qui peut être très sensible et un tableau d'impressionniste qui peut être très beau. Ça dépend à quoi vous êtes préparé. Si vous connaissez, vous avez compris l'un ou l'autre,
Je ne porte aucun jugement de valeur. Je dis simplement, si vous avez compris l'un ou l'autre, quand vous verrez l'un ou l'autre, vous serez en harmonie avec ce que vous avez choisi comme valeur dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous serez heureux. Donc, malgré vous, vous avez une adéquation entre ce que vous voyez, ce qui est représenté, ce que vous avez emmagasiné comme représentation en vous. Et cette harmonie, ça vous fait vibrer positivement. Et quand ça se décroche, ben vous êtes ça va pas, je suis pas en forme, etc. Et le but, c'est d'arriver à raccrocher les images que vous avez positives et celles que vous voyez. Mais les images positives, il va falloir différencier celles qui sont cohérentes entre elles pour faire un tout cohérent. Si ça ne fait pas un tout cohérent, ça va s'effondrer. Si vous mettez des cubes les uns au-dessus des autres n'importe comment, patatrac, hein, il y a un jeu pour les enfants qui s'appelle patatrac. Hein, il y a des ronds, des cubes, etc. Et on met toujours un objet l'un sur l'autre jusqu'à temps que ça s'effondre. Ah, si ce n'est pas harmonieux, ça va s'effondrer. Si c'est harmonieux, ça ne va pas s'effondrer. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que je réponds un petit peu? J'entrevois une solution à votre question, mais faites bien la différence entre surconscient et subconscient. Surconscient et subconscient, on peut arriver avec le conscient à les attraper et à savoir les actes manqués, etc. Tout ce que Freud a trouvé sur les actes manqués, c'est le subconscient. On arrive à le percevoir. À partir de ce moment-là, ce n'est pas inconscient. On arrive à le percevoir. Alors avec des outils, avec une introspection qui n'est pas morbide, avec ceci, avec cela, avec une méthode. Hein. Quand vous montez un glacier, il vous faut une méthode. Vous ne mettez pas les pieds n'importe comment et vous courez dans tous les sens. Ça ne va pas marcher. Il va falloir monter petit à petit. C'est ça Alors, je vous donne la méthode, je vous dis ce qu'il y a à faire, et vous essayez ou pas. Vous êtes à la barre, c'est vous qui dirigez votre vie. J'ai toujours dit à mes analysés, on est deux. Je vous prends par la main, on se tient par la main, on est dans un bois, dans une forêt, on ne voit rien. Moi, j'ai un plan, une boussole, et vous me décrivez ce que vous voyez. À nous deux, on va trouver la solution. Moi seul, je ne peux pas parce que je ne connais pas votre problème. Vous seul, vous ne pouvez pas parce que vous ne connaissez pas la méthode. Mais à nous deux, on va trouver le chemin et la sortie. Et c'est une démarche collaborative à deux pour atteindre un but qui est la satisfaction. Et la satisfaction, croyez-moi, ce que je fais à la fin de chacune de mes analyses, c'est d'abord de remercier mon patient. Parce que grâce à lui, j'ai compris des choses. Alors lui, il est content parce qu'il a compris peut-être, mais moi, je suis content parce que moi, j'ai appris. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Stéphane. On va peut-être prendre une dernière personne avant de clôturer cette belle soirée. Ou si Nathalie veut dire quelque chose. Ou Jean-Claude. Jean-Claude, je vous écoute. Ah, Jean-Claude nous écoute, mais il ne nous entend peut-être pas. Allô? Non. Non. Des problèmes techniques sur plusieurs... Ça arrive. Abdelkader. Oui, il sourit beaucoup, Abdelkader, donc j'aimerais bien l'entendre, Abdelkader. Bonsoir tout le monde, merci Stéphane pour cette occasion et merci pour l'association de nous donner cette possibilité de partager un peu les connaissances en général et celles qui concernent la psychologie de la motivation. Alors, je vais intervenir comme je vais faire un témoignage parce que j'ai eu l'expérience d'être élève de Stéphane. Je crois qu'au début, on a mal compris la méthode. On était un peu réticent par rapport à ce qu'il disait, mais comme il l'a toujours répété, il fallait faire l'expérience pour le comprendre.
Et c'est là au niveau de l'introspection diurne, mais aussi nocturne, ce qui concerne les rêves. Alors, moi, personnellement, j'ai eu pas mal d'expériences avec lui et vraiment, j'ai trouvé que la satisfaction, elle est toujours interne et c'est un travail qu'on doit faire personnellement, individuellement. Seulement, il faut comprendre la méthode pour pouvoir l'appliquer. Alors, c'est un témoignage concernant mon expérience avec Stéphane. Merci. Merci Abdelkader. Pas de quoi, je vous en prie. Et justement, la question, tu l'avais posée tout à l'heure, qu'en pense peut-être le médecin? C'est Sophie qui est médecin. Sophie est médecin, oui. Alors, l'aspect médical de Paul Diel. Il faut mettre le micro. Non, toujours pas le micro. Là, c'est bon. Ça va. L'aspect médical de la psychologie de la motivation est essentiellement pour aider les maladies psychosomatiques et sinon je laisse aux thérapeutes le soin d'aider les névroses et aux psychiatres le soin d'aider les maladies psychiatriques. Mais en psychosomatique, j'ai beaucoup aidé mes patients en réfléchissant avec eux sur le pourquoi de leurs symptômes fonctionnels. Voilà. Merci Sophie. Nathalie, tu veux conclure, s'il te plaît? Et puis on va dire au revoir à Stéphane ensuite. Merci à tout le monde d'être présent. Merci Stéphane, tu vas m'envoyer le PDF que tu nous as passé ce soir et je le diffuserai auprès de nos adhérents. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Stéphane, merci à tous et à toutes. Merci, bonne soirée, à samedi. Merci.